Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc comment contourner cet obstacle? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 2. Ma voiture tombe en panne sur autoroute. Je me place sur la bande d'arrêt d'urgence le plus rapidement possible. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, question très intéressante parce que vous faites beaucoup d'erreurs dans ce cas précis. Alors, c'est quoi la procédure lorsqu'on tombe en panne sur autoroute? Donc, lorsque vous tombez en panne sur autoroute, vous devez absolument le plus rapidement possible et en sécurité bien sûr, vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, bien sûr, mettre ses feux de détresse. Et une fois que c'est fait, c'est de sortir du véhicule, mais attention, du côté droit, c'est-à-dire du côté de la glissière de sécurité, pour pouvoir se mettre derrière la glissière de sécurité. Et donc une fois que vous êtes derrière la glissière de sécurité, là, vous pouvez appeler les secours ou un dépanneur, par exemple. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui posent plein de questions. Alors, c'est normal, hein, j'ai pas mal d'élèves. Et la question principale que vous dites, c'est « Bah oui, mais si je tombe en panne sur la voie de gauche ?» Alors, je vais vous dire, c'est possible, hein, c'est possible, mais c'est rare. Pourquoi c'est rare? Vous êtes sur autoroute à 130 km/h. Donc, si votre voiture tombe en panne, vous allez bien savoir qu'elle tombe en panne. Hein, par exemple, vous allez plus pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Voilà, vous allez le sentir. Donc, 130 km/h, vous allez avoir assez d'élan pour pouvoir rejoindre la bande d'arrêt d'urgence. Hein. Surtout, faites pas la bêtise de rester sur la voie de gauche. Pourquoi? Parce que c'est la mort assurée. Hein. Les gens, ils vont pas vous voir. Ils roulent à 130 km/h. Ils vont vous taper à 130 km/h. Hein. Donc, ne faites jamais ça. Ne restez jamais sur la voie de gauche ou la voie du milieu. Autre chose, il y a beaucoup d'élèves qui disent « Ben, t'as oublié un truc ». Là, je leur dis « Mais qu'est-ce que j'ai oublié? Dites-moi ». Il fait « Ben, t'as oublié le triangle de présignalisation. Il faut mettre le triangle de présignalisation. » Eh bien, non. On est sur autoroute. Il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Pourquoi? Bah parce qu'il est tout simplement interdit de circuler à pied sur autoroute. C'est interdit. Hein. Donc on ne met jamais de triangle de présignalisation lorsqu'on est en panne sur autoroute. Donc, ici,
La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Ce disque me permet de stationner dans les zones bleues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est alors gratuit et limité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, ce disque te permet de stationner dans ce qu'on appelle les zones bleues, c'est-à-dire les stationnements qui ont des marquages bleus. Ce disque est apposé donc sur le tableau de bord et te permet de stationner gratuitement, mais dans une période de temps limitée. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 5. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 2 mètres. Alors, en agglomération, afin de dépasser ce cycliste en toute sécurité, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Un clou est planté dans mon pneu. Je dois réparer mon pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'un clou est planté dans votre pneu, il va falloir le réparer. Alors, vous ne serez pas obligé d'aller chez le garagiste, vous pouvez même le faire vous-même. Il faudra juste aller dans un supermarché quelconque et acheter un kit de crevaison. Alors ce kit, il est composé de quoi? Il est composé tout d'abord d'un outil abrasif ou râpe pour préparer le trou et donc l'entrée de la mèche. Ensuite, un outil d'insertion, un jeu de mèche, puis un liquide vulcanisant. Donc le liquide vulcanisant, disons que considérez ça comme de la colle. Alors concrètement, comment ça va se passer? Tout d'abord, il va falloir retirer le clou avec un ciseau par exemple, ou même avec l'outil d'abrasion.
Ensuite, il va falloir rentrer l'outil d'abrasion pour préparer le trou. Une fois que c'est fait, on met un peu de liquide vulcanisant. Ensuite, on insère la mèche dans l'outil porte-mèche. Puis, on insère l'outil porte-mèche dans le trou. On coupe ensuite avec un ciseau ou un cutter. Puis, on gonfle le pneu. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je peux stationner sur la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, ici, la voie à droite est séparée par une ligne épaisse discontinue qui matérialise donc une voie réservée. C'est une voie réservée, donc ce n'est pas la tienne. Tu n'as pas le droit de stationner, ni même de t'arrêter sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Rouler avec des pneus lisses peut donner lieu à une immobilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est considéré comme des pneus lisses, tout pneu qui a une distance entre le témoin et la bande de roulement inférieure à 1,6 mm. Donc si tu roules avec des pneus lisses, c'est une infraction qui donne lieu à une contravention de classe 4, c'est-à-dire 135 € d'amende et sans perte de points. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, je peux quitter mon stationnement immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement? Eh bien oui. Il va falloir que vous préveniez les autres usagers de la route de votre intention de sortir de votre stationnement. Ensuite, ici, est-ce que je peux quitter mon stationnement immédiatement? Alors, si vous regardez le rétroviseur gauche, vous allez vous apercevoir que vous avez un vélo et un bus juste derrière. Alors ici, comment on fait pour quitter son stationnement? Ce que vous allez faire, c'est déjà, vous allez attendre que le vélo et que le bus passent. Une fois qu'il y aura personne sur votre rétroviseur, là, vous mettrez votre clignotant. Vous devrez alors vérifier votre angle mort, c'est-à-dire vérification en vision directe. Et ensuite, vous allez pouvoir quitter votre stationnement en sécurité. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 10. Dans cette situation, le piéton est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque une amende. Oui, réponse C. Non, réponse B.
Alors, effectivement, ici, le piéton est prioritaire. Il y a un passage piéton. Si vous refusez la priorité au piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, qui est sanctionné par une contravention de 4e classe, 6 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble? Bah vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Dans cette situation, je peux rouler. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Alors, cette question, elle peut paraître difficile parce qu'elle précise pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Cependant, on a un véhicule en face de nous qu'on croise. Donc ici, impossible de rouler en feu de route, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Donc ici, je roule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Se déplacer en tramway. Réponse A. Augmente la pollution atmosphérique et sonore. Réponse B. Participe à l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, les transports en commun, comme le tramway, c'est aussi utiliser l'écopartage ou alors le covoiturage. Donc, ici, se déplacer en tramway va participer à l'écomobilité, et ça va réduire la pollution atmosphérique et sonore. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. J'arrive dans une intersection sur laquelle la circulation est à l'arrêt. A. Je ralentis. B. J'accélère.
Alors, je suis sur une voie où il y a en fait deux voies. Une pour aller tout droit, l'autre pour aller à droite. Mon véhicule, moi, il est situé donc sur la voie de gauche. Donc moi, je vais tout droit. Seulement, on s'aperçoit qu'à l'intersection, on a un véhicule noir qui est à l'arrêt. Et en plus, on a une moto qui va tourner à droite. Et en plus, on sait qu'elle va tourner parce que la moto est penchée. Donc, dans ce cas-là, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Cet enfant est correctement attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, ici l'enfant est correctement attaché. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homologation R44 est respectée. Qu'est-ce que préconise l'homologation R44? C'est un siège enfant adapté à sa morphologie et à son âge. Il existe 3 types de sièges, le siège à coque, le siège baquet, le siège avec dossier. Ici, on a utilisé un siège baquet qui correspond à la morphologie de l'enfant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Ce panneau indique, réponse A, un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, vous avez souvent tendance à confondre deux panneaux. Alors, le panneau de gauche, qui est un panneau de danger, et qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Vous voyez, il y a deux personnages. Et le panneau de droite, également un panneau de danger, qui indique un passage piéton. Donc ici, ce panneau indique un endroit fréquenté par les enfants. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Dans cette situation, A, je laisse la priorité à droite et je passe. B, je m'arrête. Alors, on va regarder la vidéo encore une fois et regardez. Vous remarquez ici que le feu clignote orange au milieu. Alors, ça c'est du cours. Hein. Ça c'est vraiment du cours. N'oubliez pas, il y a la formation qu'on vous propose en lien dans la description. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez deux cas de feu qui clignotent à l'orange. Vous avez le premier cas où il clignote à l'orange au milieu. S'il clignote à l'orange au milieu, ça veut dire que le feu est en panne. Donc le feu ne marche pas. Donc on reste dans des règles de priorité d'intersection. Donc si le feu ne marche pas,
c'est priorité à droite. Deuxième cas, le feu clignote à l'orange, mais en bas. Là, c'est différent. Là, le feu fonctionne, mais en fait, il sert à réguler la circulation. En général, vous trouverez les feux orange clignotants en bas la nuit dans les villes, enfin en agglomération de nuit, pour réguler en fait la circulation. Alors, s'il n'y a pas de panneau sous le feu, priorité à droite, comme quand il est en panne. Par contre, souvent, quand ce sont des feux de régulation, donc avec le feu orange qui clignote en bas, il y a des panneaux sous le feu, notamment des panneaux de priorité. Soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur toute la route, soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur la prochaine intersection. Ici, il n'y a pas de panneau de priorité sous le feu, il y a seulement un panneau d'interdiction de tourner à droite, mais il n'y a pas de panneau de priorité. Le feu clignote au milieu, donc il est en panne. Alors, je laisse la priorité à droite et je passe. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Il est préférable de faire sortir les passagers arrière. Réponse A, du côté rue. Réponse B, du côté trottoir. Alors là, c'est une évidence, hein. Pour des raisons de sécurité évidentes, il sera toujours préférable de faire sortir les passagers arrière du côté trottoir, afin d'éviter tout simplement une collision avec une voiture lors de l'ouverture de la porte. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors ici, pour dépasser ce piéton, donc qui est un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, puisqu'on est en agglomération. Alors, si tu ne sais pas faire la différence lorsque tu es en agglomération ou hors agglomération, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique pour voir le cours correctement, parce que sinon tu vas avoir beaucoup de mal à l'examen du code de la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A, protéger, alerter, secourir. Réponse B, secourir, protéger, alerter. Réponse C, alerter, secourir, protéger. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes témoin d'un accident avec dommages corporels? Alors, c'est très simple, c'est une chose qu'on a vue à plusieurs reprises dans la formation et les vidéos. J'utilise le moyen mnémotechnique du PAS, du pas. P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Dans cette situation, je peux m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors là, vous avez vraiment de la chance. Question très simple, mais il y a des questions parfois très simples à l'examen officiel. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un feu rouge. On s'arrête au feu rouge. Donc ici, je ne m'engage pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Rouler sans assurance peut entraîner une lourde amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sachez que rouler sans assurance est un délit. Donc on a passé le stade de la contravention. Ce délit vous sanctionne d'une amende forfaitaire de 500 €, à laquelle est ajouté 50% au profit du fonds de garantie. Au total, vous devrez payer 750 € pour ce délit. Si vous ne payez pas votre amende dans un délai de 45 jours, l'amende est majorée à 1000 € plus 50% au profit du fonds de garantie, soit 1500 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 23. Le camion se rabat sur ma voie. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens mon allure. Alors ici, on a un camion qui se rabat sur notre voie. Alors, si j'accélère, qu'est-ce qui va se passer? Si j'accélère, je vais rentrer en collision directe avec le camion. Et en plus, ce sera moi le fautif. Ensuite, est-ce que je maintiens mon allure? Si je maintiens mon allure, c'est vrai, il ne va pas y avoir de collision et le camion pourra s'insérer. Cependant, regardez bien. Si je maintiens mon allure, ma distance de sécurité ne sera pas suffisante. Parce que déjà, ici, il n'y a même pas une seule ligne de rive qui nous sépare. Or, pour une distance de sécurité réglementaire, il en faut 2. Donc ce que je fais ici, c'est que je ralentis pour pouvoir disposer d'une distance de sécurité réglementaire de 2 lignes de rive. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Ce panneau indique une interdiction de dépasser les véhicules motorisés, sauf les 2 roues motrices sans sidecar. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une simple question de cours. Effectivement, ce panneau vous interdit de dépasser les véhicules à moteur, mais par contre, vous pouvez dépasser des motos sans sidecar. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est réglementaire, eh bien, on regarde les lignes de rive. Alors, comme toujours, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive
à droite. Pour qu'elle soit respectée, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous. Donc la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Le pictogramme de quantité de carburant est réponse A précis, réponse B approximatif. Alors il faut que tu saches que le pictogramme qui montre la quantité de carburant est juste là à titre indicatif. Donc dès qu'il s'allume, il faut aller remettre du carburant. Ici la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. Je roule sur la voie de gauche. Réponse A. Je suis bien placé. Réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Alors, en France, on roule sur la voie de droite. On n'a pas le droit de rouler sur la voie de gauche, à part exception. Par exemple, quand tu dépasses ou par exemple quand, ici, la route est bouchée. Ici, c'est pas le cas. Donc, je dois me déplacer sur la voie de droite. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je m'engage avant le véhicule à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours laisser la priorité aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qui viennent de la gauche. Alors, comment ça se passe concrètement ? Quand on arrive au niveau des traits épais qui délimitent le céder le passage, on fait très attention à ce que dans cette zone du carrefour à sens giratoire, il n'y ait personne afin que je puisse m'engager. Donc, ici, pour en revenir à la question, je vais devoir m'engager après le véhicule à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Dans cette intersection, je peux réponse A, tourner à droite, réponse B, aller tout droit, réponse C, tourner à gauche. Alors, comme vous pouvez le voir juste ici, on a un panneau qui est un panneau de sens interdit. Donc, effectivement, ici, on ne pourra pas tourner à droite. Tout droit, il n'y a aucun panneau qui nous interdit l'accès, et à gauche non plus. Donc ici, on pourra tourner à gauche et aller tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 30. Ce chargement a un impact sur la consommation. Oui, réponse A. Non, réponse B.
ici, tu vois bien que la voiture est chargée à bloc, que ce soit sur le toit ou à l'intérieur même de la voiture. Donc effectivement, plus la voiture elle sera lourde, alors alourdie, plus la consommation va augmenter. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Le régulateur de vitesse permet de rouler à une vitesse déterminée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, donc contrairement au limiteur de vitesse, lui, le régulateur va te permettre de rouler à une vitesse déjà prédéterminée par toi-même. Alors, comment ça marche un régulateur de vitesse exactement? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert, ici 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%
soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc, à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 32. Diminuer sa vitesse permet A. de moins polluer, B. de diminuer le risque d'accident, C. d'augmenter sa vigilance. Alors, diminuer sa vitesse va vous permettre tout d'abord de moins polluer. Plus vous allez vite, plus vous polluez. Certes également de diminuer le risque d'accident, car il y a une forte corrélation entre la vitesse et l'accidentologie. Deuxième, voire première cause d'accidentologie en France. Par contre, elle ne vous permettra pas d'augmenter votre vigilance. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 33. Ce témoin s'est allumé. Réponse A. Je m'arrête dès que possible. Réponse B. Je continue mon trajet. Alors, ce témoin indique donc une surchauffe du circuit de refroidissement. C'est le témoin le plus grave que tu puisses avoir dans une voiture, car il refroidit ton moteur. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête dès que possible, en sécurité bien sûr. Surtout, on ne continue pas son trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je tourne à droite. Réponse A. Je laisse passer le piéton, puis je passe. Réponse B. Je passe avant le piéton. Alors ici, si vous regardez bien, le piéton est déjà engagé. Donc, je le laisse passer par mesure de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Pratiquer l'éco-conduite permet de, réponse A, réduire les risques d'accident, réponse B, réduire la pollution, réponse C, faire des économies. Alors, comme son nom l'indique, l'éco-conduite, c'est une conduite économique et écologique. Donc, elle permet donc de réduire la pollution et de faire des économies de carburant. Donc, elle ne va jamais vous permettre de réduire les risques d'accident. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 36.
Avant de prendre la route, je vérifie que mes pneus ne sont pas dégonflés. Oui, réponse A, non, réponse B. Effectivement, avant chaque trajet, il va falloir vérifier visuellement que les pneus ne sont pas dégonflés. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Question numéro 17. Pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, n'oubliez pas, hein, une conduite éco-responsable, c'est une conduite économique et écologique. Pour avoir une conduite éco-responsable, il est conseillé de rouler à 10 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc, pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. En tournant à droite, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez, on a des piétons sur notre voie. Donc, il va falloir faire attention. Alors après, vous allez me dire, oui, mais bah, le feu est vert. Oui, le feu est vert, certes, mais n'oubliez pas que les piétons ont une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celle d'un véhicule. Donc, en plus de ça, regardez, dans les piétons, il y a même des enfants. Donc, il y a différents types d'usagers avec deux différents types de zones d'incertitude. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. On va pas pouvoir en parler dans cette question. Donc la bonne réponse ici, c'est que je ralentis. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé. Parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, tu es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 39. Cette passagère ne porte pas sa ceinture.
elle risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'un passager adulte ne met pas sa ceinture, ce n'est pas le conducteur qui prend l'amende, mais bien le passager, parce qu'il est adulte. Par contre, si le passager est un mineur de moins de 18 ans, alors c'est le conducteur qui prend l'amende avec les retraits de points qui vont avec. Donc ici, cette passagère risque une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Cette plaque orange indique que ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Là, il faut aller dans la formation. Donc, effectivement, cette plaque orange indique que le camion transporte des matières dangereuses. Donc, le numéro du haut indique la nature du danger. En bas, la nomenclature des produits transportés. Bref, là, il faut vraiment aller dans le cours. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.